Alors, bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que vous êtes bien installés. Du coup, moi je me présente, c'est Wilka Sombrin. Donc, je suis CTO de Skezy, mais aussi membre du bureau et celui aussi qui a essayé de monter ces formats qui sont les apérothèques. Donc, on en avait lancé un il y a 2 ans, me semble, qui était sur un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, qui est la souveraineté des données. Donc, vous verrez encore aujourd'hui que j'en parle encore énormément, même tous les jours. Et on a enchaîné sur un deuxième l'année dernière qui était du coup avec la startup Galion, qui est une startup en santé et qui nous expliquait comment ils ont utilisé l'IA dans leur système de santé. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup avec le troisième entre guillemets, épisode qui porte plus sur l'IA dans la qualité du code. Donc là, c'est un sujet beaucoup plus global qui concerne un peu tout le monde. Mais je ne suis pas tout seul parce que du coup, je suis accompagné de Pierre, cofondateur de Fabric. Et je pense qu'on peut commencer, vu qu'on n'est pas beaucoup, une merveilleuse idée de Laura, que chacun puisse donner son prénom, son entreprise et son rôle pour qu'on puisse voir un peu les différents profils qu'il y a dans la salle. Jean, je pense que tu peux commencer, comme ça on fait de droite à gauche, puis de gauche à droite, de droite à gauche. Passez-vous le micro comme ça. Bonjour, Jean Navo, cofondateur de Brandiploy, une plateforme de creative automation. Et moi, je suis plutôt côté sales. Mais vu que j'ai des textes, ça m'intéresse. Bonjour, Anthony. Donc j'ai fondé Emoteam Music. Alors moi, je suis un peu à part parce que je ne code pas du tout, hein. Mais ça m'intéresse quand même de voir ce que vous faites. Je suis dans le domaine de la musique de film. Voilà. Rien à voir. Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis développeur chez Skezy, donc Wilka me connaît bien, malheureusement. Élève. Bonjour, moi c'est Emmanuel, je suis aussi développeur chez Skezy. Bonjour, moi c'est Ronny et je suis développeur full stack et je me spécialise dans l'IA. Bonjour, moi c'est Laura et je suis la cofondatrice de Datalumi, donc c'est un logiciel de gestion de communauté d'anciens élèves et accessoirement coprésidente de la French Tech. Bonjour, Margot Baïs. Moi, je fais du conseil et du développement commercial dans la tech spécialisée du coup dans les SaaS et je travaille pour Fabric depuis aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Sanchez, je suis cofondateur d'Autorly Space. On est spécialisé dans le développement web et mobile, surtout en React et Node.js. Et on a aussi développé notre première application il y a très peu qui s'appelle Kelper, un assistant de débriefing en sortie de réunion. Voilà, Jérôme, moi je suis cofondateur de Fabric avec Pierre et je suis coprésident de la French Tech avec Laura. Voilà. Bonjour, moi c'est Benjamin, je suis en train de fonder une application, une sorte d'anti-Tinder. Je pense que ça a le vent en poupe. Et voilà. Bonjour, c'est Antonin Lefebvre, je suis CEO et cofondateur de Célestin, un assistant intelligent pour les locations de courte durée. Bonjour, Maxime, je suis CTO de Célestin. Bonjour Johan, je suis développeur et en formation chef de projet. Bonjour Aurélie, développeuse full stack et en recherche d'une entreprise. C'est moi. Bonjour, je m'appelle Jules, je suis fondateur de Audit Act Compliance. C'est un SaaS de mise en conformité continue pour les entreprises qui utilisent l'IA au risque en lien avec l'IA Act, le nouveau règlement européen. Bonjour, je suis Frédéric, cofondateur de Therapies et moi je suis plus dans l'administration système, mais ça m'intéresse quand même. Bonjour, je suis Thomas, un des 3 cofondateurs de Therapies, développeur, donc très intéressé par le sujet du jour. Bonjour, moi c'est Sylvain et je suis développeur web indépendant. Bonjour, Arthur, je suis développeur chez InEmotion qui fabrique donc des gilets airbags de protection pour motards, skieurs et bientôt d'autres domaines. Moi, c'est Alexis, je suis ingénieur DevOps et Cloud et je suis indépendant et mon but c'est d'aider les startups et les scale-up
à donner le moins d'argent possible à la provider cloud et à rester le plus possible souverain. Bonjour, je suis Olivier, je suis développeur back-end indépendant. Bonjour, Aurélien, je suis indépendant développeur logiciel embarqué. Bonjour, moi c'est Anthony, je suis développeur chez Listat. Bonjour, Alexis, lead dev à Elistat. Et bonjour, Davy, donc moi je suis le CEO d'Elistat. Bonjour Stéphane, très loin de la tech aujourd'hui, mais anciennement, j'ai dû développer il y a 25 ou 30 ans. Et aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne les entreprises dirigeants. Hello, moi c'est Thomas, je suis lead développeur chez Datalumni, donc dans l'entreprise où Laura travaille. Parfait, merci beaucoup. Au moins, on s'est pas trompé de cible. Vous êtes au bon endroit. Avant de laisser la parole à Pierre, juste vous expliquer un peu comment on va fonctionner sur ce format-là. Donc, on va essayer avec Pierre de vous expliquer, enfin de vous donner des cas concrets d'utilisation d'IA, donc des cas qu'on utilise la plupart du temps dans nos entreprises respectives. Et on va essayer, avec la connexion qui nous est mise à disposition, de vous faire quelques démos et de vous montrer comment ça peut fonctionner sur un vrai environnement. Donc, voilà, je te laisse la parole, Pierre. Donc, je vais me présenter. Donc, Pierre, donc, cofondateur avec Jérôme de Fabric. C'est quoi la première slide déjà? J'ai oublié. Non, c'est l'autre. Ah oui, c'est nous, ça. Voilà, donc voilà, ça c'est moi. Avec le micro, je vais se mettre dans... Ah, ben voilà. Donc, très bon préambule. Donc, Fabric, qui a été hébergé ici pendant un petit moment. Je vous donne juste quelques chiffres, ce que l'on fait en 2 mots. Donc, Jérôme et moi, on a travaillé pour une grosse société qui s'appelle IBM, et puis on a fondé cette boîte-là en 2018. Donc, la première ligne de code de Fabric a été écrite il y a plus de 3000 jours. Donc, 3000 jours, ça fait un petit paquet de temps. Depuis, on s'est un peu développé. On a, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas mis le nombre de développeurs qui sont passés chez nous, mais on en a une bonne vingtaine qui sont passés, des alternants, des gens qu'on a formés, des gens qui sont venus voir ce qu'on faisait, qui sont repartis, d'autres qui sont restés. Donc, c'est très bien. Donc, grosso modo, on est microservice compliant à un poil de fesse près. Donc, vous me pardonnerez les approximations de ce type-là. On a une plateforme SaaS qui tourne 24/24. Donc, avec quelques petits challenges. Et on commence à avoir un certain nombre de lignes de code. Et bien sûr, on en crée tous les jours. On fait grosso modo une mise en production chaque jour. Il marche le micro ou il ne marche pas? Il faut le mettre vraiment plus près. Je vais le mettre vraiment plus près pour que les gens m'entendent mieux. Et on génère grosso modo 1000 lignes de log chaque jour. 1 million, pas 1000, 1 million, je me trompe dans les chiffres. Donc 1 million de lignes de log par jour. Et parmi ces lignes de log, eh bien, on a un certain nombre d'erreurs qui sont là. Comme on est spécialisé dans l'IA et comme on ne l'utilisait pas beaucoup pour nous, on s'est dit on va aller un peu avancer dans cette dimension-là. Moi, j'ai un background d'architecte. Comme j'ai mis cette citation-là, donc pour ceux qui savent d'où viennent cette citation-là, vous pouvez googler Petula Clark, savoir d'où ça vient, ça remonte aux années 60. On veut tous utiliser quelque chose qui nous amène dans un environnement qui est juste magnifique, mais on n'a pas envie de souffrir pour y arriver. Donc le but de jeu d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager ce qu'on a fait. Alors il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. N'hésitez pas à faire un feedback en disant non mais ça c'est du vu, du revu, ça c'est des choses qu'on a déjà fait, ou alors pourquoi pas faire ceci, pourquoi pas faire cela. On va essayer de le garder avec Wilka de manière le plus interactive possible. Soyons agiles dans notre manière d'interagir. Donc je te laisse aller sur la première slide s'il te plaît mon ami. Donc ce que l'on a fait, la première chose, donc en tant que bon architecte, je me suis dit, quand j'ai mes développeurs qui me livrent du code jour après jour, je vérifiais le code à la mano. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que l'école API n'était pas testée, les variables n'étaient pas... Enfin bon, bref, vous connaissez l'histoire par cœur. Donc je me suis dit, il doit bien avoir des systèmes d'IA qui me permettent d'aller faire cette vérification tout seul pendant que je me tire un café tranquillement, un pépère, et puis je fais travailler la machine. Après tout... J'ai passé l'âge de bosser, donc hop, faisons bosser la machine. Donc j'ai trouvé un truc qui était pas mal, qui s'appelle Claude.
Et j'ai trouvé un truc qui était encore mieux, qui s'appelle SuperCloud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez SuperCloud, mais notre ami SuperCloud, il a quelque chose qui, moi, m'a intéressé beaucoup. Il a des espèces de petits mignons, hein, comme les mignons, Grou et compagnie, là, si vous avez vu les films, dans lesquels on peut donner un certain nombre d'instructions. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mignons qui existaient déjà, ils me suffisent déjà bien. Il y a un mignon qui est spécialisé dans les tests, un autre qui est spécialisé dans la partie revue de code, sécurité, etc., ou même dans les éléments d'architecture. Donc, ce que j'ai fait au fur et à mesure, donc j'ai utilisé ces éléments-là. Chaque fois que j'ai un commit ou un merge request de mes chers devs, je lance ces éléments-là. Je vais vous montrer quelque chose, ça va prendre 3 secondes sur mon écran, mais ce n'est pas de la propriété intellectuelle Fabric. Donc si vous voulez avoir accès à tout ce que j'ai pu construire, il n'y a aucun problème, vous m'envoyez un mail et puis je vous montre, je vous envoie ça promptement. Si vous l'améliorez, c'est la seule requête que j'ai, si vous l'améliorez, vous me renvoyez aussi les éléments. Allez hop, on va switcher, on va essayer de voir si ça marche. Donc, ce que j'ai fait, j'utilise en fait, j'ai mis Gemini, j'ai mis l'ami Gemini, voilà l'ami Claude. Donc Claude, je l'utilise et je lui ai donné un certain nombre d'instructions, donc des directives premières. Donc on développe en JavaScript et on a un front qui est, on a 6 fronts différents qui sont en React. Donc je dis, voilà, tu utilises du CommonJS qui est déprécié, mais on aime bien utiliser les vieux trucs chez nous, donc on a utilisé des choses de ce style-là. Et je lui ai donné toutes les instructions et systématiquement, je ne veux pas avoir de throw, je veux être sûr que tous les catch blocks sont à respecter, je veux m'assurer de tout un ensemble de choses. Et quand je le fais bosser, je dis simplement vérifie si le développeur ou le merge request qui est là n'introduit pas de problématiques dans le code ou gère effectivement tous les bons éléments. Donc, Claude, je vous conseille d'utiliser Claude. Je pourrais vous faire des démos tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne bien. En revanche, l'inconvénient, c'est que ça coûte très cher. Donc, une merge request, c'est 1-2 $, grosso modo. 50 centimes parfois. Donc, quand on fait des merge requests 15 fois par jour, ça commence à un peu douiller. L'estimation pifométrique que je me suis fait, c'est 200-300 $ par mois pour pouvoir utiliser ça juste pour vérifier des merge requests. Donc, je l'utilise simplement à un certain moment. Ce que je fais, c'est que j'utilise... Donc, Claude, c'est de l'anthropique pour ceux qui ne savent pas. Ce que j'utilise aussi, c'est notre ami Gemini. Donc là, vous voyez, le fichier, il n'est pas trop long, hein, il fait moins de 80 lignes. Gemini, je suis allé un peu plus loin, j'ai poussé le schmilblick un peu plus loin. Je lui ai donné, alors moi je suis un fan de Star Trek, donc je lui ai donné des directives premières, des prime directives, ce qu'il doit absolument respecter. J'ai envie que tous les matins, ils me saluent, ils me disent bonjour, machin, bidule, et puis tout ce genre de choses. Donc je lui ai donné tout un ensemble de directives pour qu'il puisse faire ses vérifications. Et ce que je fais faire, c'est que comme Claude est un modèle de raisonnement et comme Gemini ne l'est pas, je le fais un peu raisonner Gemini. Alors j'ai beau lui dire think harder, etc., j'ai pas toujours des résultats qui sont parfaits. Nonobstant, j'ai quand même généralement de bons résultats et je fais vérifier souvent ces résultats par notre ami Claude. Et je vous montre juste la tartine qu'il y a derrière. Donc je suis allé un peu plus loin, je suis arrivé, alors je vais scroller ici, là, voilà, toute la tartine que j'ai pu mettre d'instructions qui sont derrière, avec un certain nombre d'éléments que je n'ai pas encore tous utilisés pour la partie testing, pour la partie cloud, pour la partie CI/CD. Donc aujourd'hui, on a un CI/CD qui est très pauvre, donc toutes les bonnes idées sont à prendre. Et donc j'utilise cet environnement-là pour pouvoir faire les vérifications systématiquement. Ce qui me ressort, alors je ne vous ai pas mis de rapport, je vous en montrerai un tout à l'heure, ce qui ressort dans 80% des cas, c'est que mes développeurs ne testent jamais les retours d'API. Ils font des appels et puis ça marche les doigts dans le nez. Que l'API soit dispo ou pas dispo, allez, on génère une erreur et puis basta, on se débrouille avec ce genre de choses. Donc, ces éléments-là sont à disposition. Il y a à peu près 800 lignes qui sont là. Si vous voulez, je vous les file. Vous pouvez regarder, les utiliser, jouer avec. Si vous avez des commentaires à faire dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je passe la main à Wilka. Oui, je vais faire le...
Donc pour faire suite à ça, moi j'ai présenté une approche un peu différente qu'on a chez Skazy. Nous, on favorise beaucoup la montée en compétences. Donc c'est les développeurs qui font les code review des autres développeurs. Et c'est comme ça qu'on pense que chacun va pouvoir s'améliorer. Donc nous, pour mettre ça en place, on fait ce qu'on appelle une intégration GitLab. Donc en fait, on a un outil dans GitLab qui va nous permettre de faire ces code reviews. Cet outil, il va nous proposer tout un tas de suggestions possibles pour répondre aux différents bugs et vulnérabilités qu'on a de disponibles dans notre merge request. Ce que je trouve hyper intéressant, surtout quand on a une équipe de développeurs juniors, l'IA, elle explique. Elle dit, voilà, tu as fait ça. Moi, je l'aurais plutôt fait comme ça, parce que si tu fais comme ça ne fonctionnera pas comme toi tu voulais. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour la montée en compétences. Et ensuite, inversement, aussi, l'IA peut prendre en considération tous ces standards de développement, comme Pierre a pu l'expliquer précédemment. Et évidemment, ça nous permet aussi tout un gain de temps. Donc, si vous utilisez GitHub, je n'utilise pas trop GitHub, donc je ne connais pas trop les outils qui sont disponibles. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a GitHub Copilot qui permet de le faire. Mais aussi, vous pouvez tout à fait mettre en place une intégration Git avec un bot. Nous, notamment, on utilise Codium. Donc, c'est un bot qu'on peut intégrer à n'importe quel outil de Git et qui permet de faire ce genre de choses-là. Et nous, dans notre cas, on utilise GitLab. Donc, il y a la version GitLab Duo, mais c'est beaucoup trop cher. C'est 25 € par utilisateur, ce que je trouve un peu abusé dans notre cas. Je pense qu'il faut avoir un spectre de besoins beaucoup plus large pour que ça puisse fonctionner. En revanche, nous, on utilise du coup l'intégration Codium. Donc, je vais plutôt faire une... Je vais changer le câble. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai push sur un repo, alors ne signe pas des yeux, hein, c'est fait exprès tout ce que j'ai fait. J'ai créé un fichier contrôleur dans un environnement Nest.js, qui est un framework de développement pour le back-end, avec 3 grosses features. Donc on va avoir la première qui permet de se login à l'application. On va avoir la deuxième route qui va permettre de chercher un utilisateur parmi la base de données. Et un troisième qui permet de récupérer un objet dans un bucket S3, et une quatrième qui permet de récupérer les stats. Donc, j'ai créé une code review en amont, j'ai lancé la commande review pour que indiquer au bot que la merge request est prêt à être review, et il me sort tout un tas de recommandations. Donc là, évidemment, je pense que vous l'avez vu, il me met un gros pain point sur la partie security où il me dit que j'ai push des identifiants AWS en clair sur le repo. Il me propose aussi d'autres propositions, comme par exemple la gestion du password et aussi la manière dont j'ai géré les erreurs sur mon code. Quelle IA utilise derrière? Alors moi, je ne suis pas un fervent de Claude, ni de ChatGPT, ni de tout ça. Je fais en sorte que toutes les IA qu'on utilise soient souveraines. Et donc, nous, on connecte tout sur les intelligences artificielles d'OVH. Donc, en fait, ils ont un nouveau service qu'ils ont mis en place depuis 4 mois. Ils ont sorti la bêta 4 mois. Et c'est tout simplement des IA as a service. Donc, en fait, on a plein de modèles disponibles. Ils nous donnent une clé d'API. On la connecte à l'outil et ça nous fait automatiquement notre review. Et ça nous évite d'envoyer le code qu'on a envoyé sur GitLab sur des serveurs américains dont on ne maîtrise pas. Et moi, je trouve ça, c'est hyper important. Et ça change, il faut aussi faire un peu le benchmark. Sur les outils français, il y en a 2 vraiment qui sortent du lot. Il y a OVH et il y a Scaleway. Mais dans la majorité des cas, c'est OVH qui est le moins cher. Après, voilà, il faut comparer en fonction des modèles dont vous avez besoin. Ouais. En termes de qualité de résultat, est-ce qu'on va tester la différence entre les IA que tu utilises chez OVH et un Claude qui peut passer? Alors, étant donné que c'est les mêmes modèles, par exemple, nous, on utilise par exemple le modèle Qwen ici.
C'est le même modèle, donc on a les mêmes résultats que ce soit chez AWS et OVH. Si tu utilises Claude pour faire la même chose, tu as les mêmes résultats. Ah, Claude, non, c'est un autre modèle. C'était Claude. Ok, Si non, tu non, utilises ça... Claude ou... Non, c'est un autre modèle. La différence n'est pas énorme non plus. Qwen est plutôt spécialisé dans la review de code, donc on n'a pas eu trop de différence non plus. Donc non, pour l'instant, on est assez satisfait. Après, évidemment, l'IA, ça ne remplace pas l'humain. Je pense qu'il faut toujours vérifier aussi ce que dit l'IA, parce que si à chaque fois je suis review, il aura toujours quelque chose à dire. Donc il faut réussir à filtrer en fonction de ce qui est pertinent ou pas. Et Pierre peut prendre la suite. Laisse le micro là. Ah bah oui. Donc après les revues de code, le code. Voilà, et les bugs. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, 1 million de lignes de code chez Fabric. Donc, on vérifie la structure de l'architecture, on fait les reviews, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais manque de bol, on a quand même des bugs. Alors, on va savoir pourquoi on a des bugs. Donc, ce que moi j'ai commencé à mettre en place, c'est que on a un système de log qui est centralisé, qui est ni plus moins qu'une simple base de données dans laquelle on a toutes nos lignes de log les unes après les autres, dans lesquelles on identifie bien sûr l'outil qui a généré ce log, des messages d'erreur qui sont parfois plus ou moins pertinents, dans lesquels on arrive à retrouver des informations ou pas. Et ce que je fais, c'est que tous les matins, avant de venir bosser, eh bien, j'ai mon petit bout de code, j'ai mon petit ami Gemini qui tourne et qui fait l'analyse de log. Donc, ce que je pourrais faire, c'est je pourrais lui faire analyser tous les logs d'erreurs et tous les logs fatals que j'ai récupérés pendant la nuit ou pendant le week-end. Alors, je me suis rendu compte que ça fait un peu beaucoup de tokens, et comme je suis un peu rapiard, donc je me suis dit, je vais aller faire plutôt une recherche, et donc je fais d'abord un premier requêtage sur ma base de données centralisée pour me dire, trouve-moi les logs les plus fréquents qui se ressemblent le plus possible avec quelques regex à dessous. Et puis, ceux-là, tu vas me les envoyer. Tu me prends les 10 plus gros messages, enfin les messages qui viennent avec la fréquence la plus élevée, et tu vas les analyser. Donc, non seulement tu vas être capable, il faut que tu me dises impérativement d'où vient le problème, quel peut être le problème et quelle peut être la résolution. Donc aujourd'hui, je lui fais faire ça, et donc les résolutions, comme il n'a pas encore accès à tous les sources code que nous on a, la résolution elle est mezzo. Donc le but du jeu à faire, c'est de pouvoir lui donner accès à tous les repos que l'on a, donc les 80 composants, pour qu'il puisse me dire cette ligne de log je l'ai trouvée ici et puis le problème vient de là, etc. etc. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait encore ce pas-là parce que j'ai envie de m'assurer que je ne lui envoie pas n'importe quoi. Hier, on a eu un petit problème avec une base de données. On a eu un petit problème avec un de nos composants, et on a un de nos composants qui est parti en boucle infinie. Donc j'ai 35 000 lignes de log d'erreur sur le même composant qui dit « cannot connect to machin bidule ». Donc j'ai pas envie d'envoyer ça à une IA, ça je peux m'en rendre compte tout seul que c'est parti en cacahuète et que le développeur il a simplement oublié de tester une valeur. Mais bon, peu importe. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant on commence à mettre cette mécanique-là. L'idée dans le futur, c'est peut-être si le bug est un bug qui est avéré parce qu'il y a un problème dans le code, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la revue, c'est de pouvoir éventuellement directement générer des tickets, les attribuer à l'équipe de dev et roule ma poule, j'ai plus rien à faire et puis je suis tranquille. L'idée c'est de faire ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que, donc on parlait tout à l'heure de un GPT-5, un OpenAI, un machin de chez OVH ou autre chose. Moi, je m'en diffère de où ça va tant que c'est que mon code et que je maîtrise mon IP. Donc, je vais vous montrer les résultats que j'ai pu avoir avec trois modèles différents. Donc, l'ami Claude Code, l'ami Gemini et l'ami OpenAI. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui fais dumper pour l'instant un fichier texte, les développeurs apprécieront.
Donc, je fais analyser tous les logs que j'ai eu le week-end. Donc, je dis, tu me limites ça à une dizaine de logs. Tu prends uniquement les logs d'erreur, les logs fatales, et tu vas me dire ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et tu vas me les trier. Donc, un petit appel sur notre ami Gemini, 14 secondes, grosso modo 3000 tokens, avec bien sûr, vous voyez, les logs d'erreur qu'on a chez nous, hein. Hop, no data in response. Qu'est-ce que tu fasses avec un truc pareil? Donc, ça permet aussi d'améliorer, et comme tu le disais tout à l'heure, hein, que les juniors qui produisent ce genre de log puissent s'améliorer en disant qu'est-ce que je fasse avec un truc comme ça à 3 heures du matin si le service ne fonctionne pas? Mets-moi un log un peu plus compréhensif, je ne sais pas quelle data et qu'est-ce que tu pouvais éventuellement entendre. On voit aussi notre ami Trustpilot qui nous a fait les 35 000 logs hier, qui est là derrière. Ça, c'est du Gemini. On est passé sur Mistral. Donc, notre ami Mistral qui est bien français, là. Donc, lui, il prend un peu plus de temps en Mistral. Hein. Oui, il est un peu plus verbeux aussi. Donc, on passe de quelques secondes, enfin d'une dizaine de secondes à presque 1 minute et des brouettes. On double, grosso modo, le nombre de tokens. Et puis, il nous dit, ce qui est fort, c'est quand même sur un truc qui est no data in response. Il me fait une tartine en proposant 6 possibilités de résoudre le problème. Un peu trop verbeux, à mon goût. On peut peut-être se passer de ce genre de choses. En revanche, et j'ai surligné l'élément exponential backoff, visiblement, il a détecté que c'était quand même un appel à une API. Nous, on est des pros des appels API. Et il y a un petit souci. Donc, d'utiliser des mécanismes de ce type-là, ça permet aussi aux développeurs, je ne suis pas sûr que mon équipe de développement sache ce que c'est qu'un exponential backoff, de retester et puis chaque fois de doubler la durée de test. Généralement, on fait un call, 3 secondes après, on fait le même call, 3 secondes après, on fait le même call et après, on s'arrête. C'est généralement la mécanique qu'on a chez nous. Mais ça leur permet de leur montrer ce genre de choses et comme tu disais tout à l'heure, d'éduquer ou de former, pardon, parce que je suis le terme anglais, mais de former les personnes pour être plus à l'aise avec ce genre de choses. Et le dernier log de notre ami, c'est quoi ça? C'est OpenAI. Donc on reprend quasiment les mêmes éléments. On voit qu'il est beaucoup plus concis comme notre ami Gemini. Et on arrive à avoir des messages qui sont beaucoup plus courts. C'est des choses qu'on peut éventuellement donner, commencer à mettre dans des tickets si on retravaille la mécanique qui est là derrière. De nouveau, l'application qui est là derrière, vous me demandez un accès au repo, je vous le file, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le même truc que tout à l'heure, hein, si vous l'améliorez, faites-moi bénéficier aussi, s'il vous plaît. Et je vais passer la main. Juste. Yes. Sur Mistral, c'était quel modèle que vous utilisiez? C'est ça, regarde, hop. Mistral large, Claude 3 ou plus, Gemini Flash. Ok. Et OpenAI, c'est vraiment magistral, du coup, spécialisé dans le code. Ouais. Ah oui, non, je prends des trucs qui sont spécialisés dans le code, des trucs qui font des vidéos de chats en train de se balancer, non, pas pour. Du coup, je vais enchaîner sur la partie test, parce que dit bug, dit test, pour éviter qu'ils se reproduisent. À main levée, qui ne fait pas de test aujourd'hui dans leur processus de développement? Ok. Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est par manque de ressources? Est-ce que t'es trop fort et t'en as pas besoin? Moi, la raison pour laquelle j'en fais pas, c'est effectivement la plupart du temps par manque de temps. Merci. Mais aussi parce que c'est pas forcément utile, ou alors si j'en fais, c'est vraiment sur des cas très précis, sur lesquels il y a un fort impact métier, où le traitement peut être nécessaire. Ou alors c'est parce que c'est des appels externes, et tester des appels externes, c'est un peu bête. Ok. Bah, du coup, je pense que vous connaissez tous la pyramide des tests. Donc, il regroupe 3 tests principaux. On va voir les tests unitaires, qui sont ici, les tests d'intégration et les tests end-to-end. La pyramide monte parce qu'en bas, du coup, c'est les tests qu'on fait le plus, les tests qu'on fait, mais un peu moins, et les tests qu'on fait encore un peu moins. Donc voilà, il faut beaucoup de tests unitaires, un peu d'intégration et peu de end-to-end. Et donc, moi, j'utilise l'IA sur la partie test unitaire, parce que je ne suis pas encore très bien convaincu sur la partie intégration et end-to-end. Je trouve qu'il y a encore pas mal de boulot à faire parce que l'IA n'a pas toujours tout le contexte de l'application.
Alors que sur un test unitaire, quand il faut développer une fonction, c'est un peu plus simple pour lui de comprendre ce qu'on veut faire. Et donc pour ça, je vais vous montrer. Merci. Donc là, pour la démo, je vais utiliser Claude, parce que je ne peux pas utiliser les crédits de Skeezy pour la présentation. Mais je vais vous montrer l'intégration VS Code. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une extension VS Code qui s'appelle Continue. Et en gros, c'est une extension qui permet d'avoir son intelligence artificielle directement dans VS Code, mais de pouvoir connecter le modèle qu'on souhaite. On peut la connecter à Scaleway, on peut se connecter ça à OVH, on peut connecter ça à AWS, enfin n'importe quelle IA que vous souhaitez utiliser. Donc là, sur l'exemple que je vais vous montrer, j'ai toujours créé trois fonctions fake. Donc on va avoir une fonction qui va permettre de récupérer un utilisateur, de login et de calculer le panier d'un utilisateur. Et donc pour ça, j'ai demandé du coup à Claude de pouvoir me générer les tests unitaires liés à cette fonction-là. Et lui me propose du coup directement avec la librairie que j'utilise, qui est du coup Jest, et qui va me faire la liste des tests. Évidemment, il ne faut pas demander ça à Claude, prendre ça, push. Il faut quand même vérifier ce que fait les tests, il faut voir s'ils sont pertinents. Là, ça va parce que c'est des fonctions qui sont quand même assez courtes. Voilà, si vous regardez, j'ai fait quand même... elles tiennent quand même sur 5 lignes en moyenne. Sur les fonctions un peu plus complexes, il arrive parfois qu'on vous génère des tests qui ne passent pas par les méthodes que vous voulez. Par exemple, il peut vous faire un coverage de 80%, mais il ne passe pas sur la partie de la fonction que vous jugez critique. Et dans ce cas-là, il faut adapter à chaque fois avec l'IA en disant ce test est bien, mais je veux que tu testes spécifiquement ce scénario-là. Donc il faut lui donner le contexte. C'est ça qui est important, c'est donner le contexte à l'IA de son application. Et lui dire, je veux que tu passes spécifiquement par cette méthode parce que je considère que c'est un chemin critique pour mon application. Moi, j'ai une question. Donc, tout à l'heure, tu parlais de GitLab et la question que j'ai... Donc, nous, on est un peu en retard sur le test, je ne cache pas. On est perfectif, je pense, comme beaucoup. Mais on est tous en retard. Ouais, non, mais là, je pense qu'on est vraiment en... Voilà, on est resté coincé dans les années 2000, je pense. Donc, est-ce que ça, tu l'intègres directement à ton pipeline CI/CD ou quand tu détectes des tests qui sont manquants, tu les rajoutes pour avoir une complétude de ta plateforme ou comment ça se goupille? Alors non, ça c'est 100% une intégration VS Code. Après, on a l'outil là que je vous ai montré tout à l'heure qui est le bot qui fait les code review. Nous, on lui a dit, nous, on veut que les développeurs ils aient une merge request qui est au moins 80% de tests, enfin que ça couvre 80% du code qu'ils ont rajouté ou modifié. Et c'est comme ça qu'il va juger. Après, voilà, je pense encore aux développeurs de savoir et de lister un peu si ça teste bien les différents scénarios qui sont nécessaires pour la feature. Et si ceux-ci sont pertinents, évidemment. Mais généralement, par expérience, sur les fonctions que j'ai déjà utilisées, il arrive quand même à couvrir un certain nombre de scénarios que même moi, de base, je n'avais pas pensé. Donc, assez pratique. Je l'ai même testé sur du TDD. Donc, je lui ai dit ce que je voulais faire comme fonction au début. Et il m'a listé tous les tests qui devraient fonctionner pour faire ma fonction. Alors, tu as une autre question? Alors, j'en profite, j'ai le micro. Hein, voilà. Donc ça, pour le back, picobello. Et pour le front, tu fais comment? C'est la même chose. Donc nous, on n'utilise pas sur la partie logique. Sur la partie logique, on utilise ça. Mais oui, en effet, sur la partie composant, ce n'est pas un sujet sur lequel on a encore travaillé. Donc c'est vraiment sur la partie rendu, etc. Non, c'est pas... C'est encore un sujet en cours de notre côté. Moi, c'est pas tant une question, mais c'est surtout un retour d'expérience aussi pour ce genre de tech. Parce que j'ai testé effectivement plusieurs CLI, celui de Claude, celui de Gemini. Il y en a un que j'ai pas encore testé, mais qui pourrait être utile, entre autres, peut-être pour une prochaine démo. C'est que OVH a fait son propre CLI
Et il en existe aussi des versions modifiées de celui de OpenAI qui permet d'utiliser n'importe quelle IA pour ça. Donc, quand je parle de CELI, je parle du client qui est à droite ici, qui se fait en ligne de commande. Mais il existe aussi d'ailleurs des extensions comme Continue qui permettent de le faire. Et suivant l'offre Copilot que vous avez, GitHub Copilot, vous pouvez également faire ce qu'on appelle le Bring Your Own Key, donc emmener sa propre clé pour utiliser d'autres modèles, y compris aussi des modèles compatibles OpenAI, voire même du modèle hébergé localement. Mais je suis peut-être en train d'aller un peu trop loin. Et aussi en autre situation pour répondre également pour si tu veux être généré avec Copilot, GitHub Copilot, on peut déjà générer, faire des demandes de génération de tests ou bien même de venir prompter soi-même pour lui demander de faire lui-même le code. Ça se fait aussi avec Codex de OpenAI. Merci beaucoup. Ouais, du coup, rien qu'avec ça, je pense qu'on gagne pas mal de temps. Et je pense que moi, quand je fais une feature, je pense que je gagne de longues minutes. Parce qu'on me donne la base des tests. Et qu'ensuite, j'ai juste à rajouter ce manquant, à modifier ceux qui ne sont pas bons. Et ça me permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans les différents trucs. Donc après les tests, donc, le code marche, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et donc on se pose la question de savoir, pourquoi pas faire des release notes? Puisque là aussi on est un peu en retard, je pense comme beaucoup d'autres. Comme je dis, 3000 jours de dev, grosso modo, multiplié par le nombre de développeurs qui sont passés chez nous. On a des features qui arrivent sur le marché, sur nos plateformes tous les jours. Certaines plus grosses que d'autres. Et puis on se dit, plutôt que d'écrire des release notes, se dire purée avec nos sprints de 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé dans ce sprint-là au fait? Est-ce que ça, on l'a résolu, on l'a pas résolu? On ne sait pas. Donc là, de nouveau, je ne me suis pas fatigué beaucoup. Zoo, je connecte une IA sur notre repo et je lui demande d'aller me chercher le sprint, de regarder tous les tickets qui ont été clos, bug ou pas bug, de me faire un joli résumé de tout ça et de me faire aussi un résumé pour la partie, pour l'équipe de dev, de telle sorte à ce que ce soit un peu plus technique, qu'on puisse un peu mieux comprendre. L'idée qui est là derrière, de nouveau, c'est à la clôture du sprint d'avoir un magnifique webhook qui va appeler notre magnifique petit programme qui se trimballe quelque part dans le cloud pour pouvoir directement aller injecter les release notes sur le mécanisme de release notes que l'on a dans notre application. Comme ça, ni une ni deux, on est tranquille. Bon, on mettra quelques petites étapes de vérification entre, bien sûr. On va y aller step by step. Mais j'ai déjà vous montré. Donc là, j'ai déjà exécuté. Ça fait 3 ou 4 sprints que j'ai exécuté. On peut l'exécuter aussi sur des sprints un peu sur l'historique que l'on a. Et le but du jeu, c'est vraiment, de nouveau, de pouvoir communiquer avec l'équipe. Non seulement les développeurs, non seulement les clients, mais aussi l'équipe de sales, de marketing que l'on a chez nous pour qu'ils puissent être un peu aware de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle fonctionnalité? Les 3 quarts du temps, quand on arrive, pas les 3 quarts du temps, enfin un certain nombre de fois, quand on arrive dans un meeting client, on dit « Ah oui, j'aimerais bien faire ça, ça, ça et ça ». Et puis le commercial dit il faut faire ça, ça et ça. On dit « Ça existe, c'est la feature machin qui est cachée dans la 5e page, après le 8e boulette en bas à droite. » Donc, on va essayer de rentrer dans cette mécanique-là, donc de nouveau d'utiliser des outils pour faire ce genre de choses. Donc, je vous montre le genre de choses qui ont été produits aujourd'hui. Donc là, j'ai des release notes. Donc là, j'ai pris uniquement mon Gemini. On voit donc j'ai mon résumé. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Aujourd'hui, je ne vais rien demander de choses spéciales. Je ne vais pas envoyer ça au client, bien évidemment. Mais grosso modo, ça me fait un petit résumé de tout ce qu'on a pu faire lors du sprint, le sprint 101, qui s'est déroulé du 29 juillet au 8 août. Donc 26 tickets et puis 18 composants qui ont été impactés. Et donc là, j'ai la tartine des éléments pour les différents composants qui ont été impactés en disant, voilà, le cockpit, c'est un truc qui est très important pour nous. Nous, orchestrateurs aussi, on a un truc de RPA qui plante quelquefois. Voilà, on a tous ces éléments-là. Ça nous permet de faire ce petit résumé-là. Et le but du jeu étant de sprint après sprint, si possible, de s'améliorer
On voit toujours que pour un sprint, alors bon, parfois il mouline un peu pour trouver les dates, mais le sprint qui s'est terminé, bim, ça c'est une image, qui s'est terminé ici, ben on arrive déjà à voir, ben on est début du mois de septembre, on a fait des travaux de fond, on travaille un peu moins, en équipe un peu plus réduite, on arrive à avoir des choses qui sont un peu plus intéressantes pour les clients. On a des temps de réduction dans le traitement des données, on a une intégration avec le système d'information géographique, etc., etc. Donc on a toute cette mécanique-là qui permet de participer de la connaissance aussi de la plateforme, aussi bien pour les développeurs qui ne connaissent pas tout ce qui peut se passer chez leurs petits camarades, aussi bien que le reste de l'équipe. Donc de nouveau, le but du jeu, c'est d'automatiser ce genre de mécanique-là. Mais d'abord, comme tu disais tout à l'heure, absolument vérifier ce qui sort de la machine, hein, parce que sinon... on peut partir facilement en cacahuète. Alors pour l'instant, moi, et le but du jeu, c'est d'extraire, c'est de rentrer dans une mécanique dans laquelle on prend ces éléments-là et chaque fin de sprint, on prend des bouts de morceaux ici et on crée les actualités, comme on les appelle, dans notre application qui s'appelle le cockpit, que tous nos clients voient en disant ben voilà, on a fait ceci, on a rajouté telle et telle feature, on a pu faire ce genre de choses. Et le but du jeu est de rentrer dans cette mécanique-là. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à la fin de chaque sprint à nos devs, c'est de nous faire un résumé, comme on l'a ici, là, pour tous les tickets qui ont été créés, qui ont été clos, de nous faire un petit résumé pour savoir dans quel état c'est, est-ce que ça marche pas, où vous en êtes, etc. Donc ils nous font ce petit résumé à la fin de la semaine. Ils le font à la mano aujourd'hui. Demain, peut-être qu'ils utiliseront ce genre de mécanique-là pour dire ben voilà, mon boulot de la semaine, c'est ça. Et de nouveau, on utilise un système, donc là c'est basé sur du Jira, mais ça peut marcher avec tout et n'importe quoi, tant qu'on arrive à récupérer les tickets qui ont été clos, quoi, tout simplement. Est-ce que ça répond à la question ? Une autre question. Oui, moi je voulais savoir, effectivement, pour la connexion avec Jira, c'est juste des appels API ou est-ce que tu utilises des éléments comme... c'est hyper compliqué. J'ai utilisé Gemini pour me faire le code, bien sûr, parce que je suis une feignasse. Et donc, j'ai ici, pom, voilà. Ça, c'est le code il fait 110 lignes et une tartine d'API key. Et je lui ai demandé de me faire le code pour me dire, bah, trouve-moi les sprints qui sont encore actifs avec, bien sûr, les sprints, on les a appelés done, mais on les a appelés déployés avec un joli accent aigu, donc, etc., etc. Donc, on a fait tout ce code-là, il a été fait par Jira. 5 ou 6 tests, je n'ai pas fait de test unitaire non plus là-dessus, pour voir s'il arrivait à récupérer les bons éléments. Et roll ma pool, c'est fait. Donc, easy breezy pour faire ce genre de choses. Et puis, générer du code. Le travail que je n'ai pas encore fait et que je vais faire après, c'est travailler sur notre prompt qui est, je ne sais plus trop où, qui est juste là au beau milieu, de se dire, ben voilà, tu vas me faire le résumé de ces éléments-là et je veux ça, je veux ces éléments-là. Ne me mets pas le détail par composant parce que j'en ai rien à faire. J'ai mis le détail par composant parce que j'ai besoin de savoir ce qui s'était passé pour moi, mieux comprendre. Mais je veux travailler sur ces éléments-là. Tu as des trucs de ce style-là, je m'en fiche, quoi. Et on voit ici qu'on a des données d'un client et des données d'un autre client. On va essayer d'anonymiser ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que il prend le texte qu'il y a dans l'étiquette. Et juste en complément, du coup, là-dessus, est-ce que tu as déjà testé peut-être les MCP, les Model Context Provider, plutôt que d'utiliser de l'API direct? Alors, non, pas dans ce cas-là, mais on les utilise dans notre plateforme. On a des connecteurs MCP dans notre plateforme pour pouvoir faire travailler nos agents pour nos clients. Mais comme je disais, on est les cordonniers les plus mal chaussés, donc on n'a pas fait tout ce genre de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, ça s'est développé entre 22h et 23h un peu tous les soirs. Et puis voilà. Donc on avance un peu comme on peut, quoi. Mais de nouveau, si vous voulez avoir accès à ces trucs-là, moi je vous les file sans aucun souci. Hein. Moi, j'ai posé la même question que tout à l'heure. Qui ici a intégré aussi le processus de documentation de ce que vous développez dans votre entreprise? Et qui ne le fait pas? Il y a plus de monde, c'est tout. Pourquoi vous ne le faites pas? S'il y a quelques raisons? Aucun jugement, hein. Je ne le fais pas. Le temps, pareil. Ok. Parce que la documentation, elle est très facilement
obsolète. Que jour. Ok. Et, alors que le code, la vérité dans le code. Mais à 3h du matin, quand il y a des bugs. S'il n'est pas là, non mais nous, alors moi j'ai de mon temps, on disait la documentation c'est le code. Donc moi j'ai commencé à coder dans les années 80, voilà. Donc il y a un petit bout de temps. Du siècle dernier, quoi. Donc sur d'autres technologies. Et on se rend compte que le code que je produis, il est pas très bon. Parce que j'ai gardé des habitudes d'une autre génération, quoi, même encore peut-être de la génération d'avant. Et on ne documentait pas beaucoup. En revanche, ce qu'on fait, et ma génération, désolé, on fait du design. Et ce design, lui, à mon humble avis, il reste plus pérenne que le code. Vous avez vu donc les 1 million de lignes de code que l'on a, on utilise du JavaScript. J'exècre le JavaScript, j'aime pas. C'est du langage interprété. On aurait pu faire ça avec d'autres langages, le choix d'implémentation pour faire tourner notre plateforme. Mais il faut trouver des devs. Je n'allais pas développer tout seul. En 2017, quand j'ai commencé à faire un peu mon code, j'en avais plus fait depuis 10 ans. Donc, vous imaginez la qualité du schmilblick. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver quelque chose qui soit suffisamment utilisable, utilisé de telle sorte à ce qu'on n'ait pas de soucis. On commence tout doucement maintenant, au bout de 6-7 ans vraiment d'utilisation, de développement intensif de la plateforme, on commence à avoir tout doucement une dette technologique. Certains qui viennent de fonder leur boîte diront non, moi je fais tout en Rust, je fais tout en machin. Moi, la guerre des langages, ça me fait doucement rigoler. J'ai passé ce cap-là il y a un petit moment. Donc pour répondre à la question, le code, oui, mais quand on a un problème à 3h du matin, on peut avoir travaillé pour des grosses entreprises, quand il faut débugger, quand il y a 30-40 personnes qui sont là, parce que le matin, il faut que les billets sortent du distributeur bancaire, parce qu'on n'arrive pas à sortir les rapports, parce qu'on n'arrive pas à payer les salaires, parce qu'on peut regarder le code. Mais si on ne sait pas comment ça marche, parce que le gars qui sait comment ça marche, il est coincé dans son chalet, sans téléphone, avec 1 mètre de neige, et c'est véridique, et qu'il ne peut pas descendre, et qu'il n'est pas au courant, et tranquillement le matin, il monte sur ses skis, et puis il fait sa petite descente, alors que tout le monde est en train de transpirer à Lausanne. Hein. Je l'ai vécu, donc cette histoire. Donc le code, il a des vertus. On peut utiliser, on a vu tout à l'heure pour la génération de tests unitaires, ce que je demande, je fais la vérification d'architecture et de sécurité sur les composants, enfin les merge requests que l'on a. Et souvent, quand je vois le code qui m'énerve et qu'il n'y a rien dedans, je dis à l'outil, génère-moi du code, génère-moi la JSDoc pour toutes ces fonctions-là, génère-moi les trucs. Comme ça, au moins, c'est au moins propre, quoi. Et je l'ai mis dans mes directives premières de Gemini que j'avais tout à l'heure en disant tu me génères du code, tu fais comme ça, tu respectes les machins, tu utilises du OWASP, tu utilises du 12-factor app, tu mets du context 7 pour pouvoir faire ces vérifications. Tu restes dans des standards, ils valent ce qu'ils valent, mais ce sont des standards au moins qui sont reconnus. Je ne les accepte pas tous, mais je me dis au moins là, je peux toucher le plus grand nombre. Je ne veux pas de diva dans notre structure. J'en veux pas. J'en ai trop vu des gens qui se prenaient pour Dieu, ou vraiment des divas, et qui m'ont dit moi, je finger in the nose, jusqu'au jour où le finger, il est ailleurs. Donc, ce que je voulais aussi apporter là-dessus, effectivement, sur la documentation, c'est aussi quelque chose qu'on a commencé de notre côté, c'est on a commencé à donner des instructions, des fichiers, effectivement, agents, ce genre de choses, qui en fait expliquent l'architecture de nos applications. Comment elles sont designées, quels sont les paquets, quels sont les endroits, pour que l'IA, déjà d'une, puisse savoir quels outils utiliser quand elle développe. Et aussi, également, ce que ça permet, c'est de donner du contexte sur pourquoi on a fait cette architecture d'une certaine façon. Puisqu'en fait, dans le design, même si il peut changer légèrement, ne serait-ce qu'avoir une idée de ce qui est censé faire le code, ça permet aussi de donner d'une à une IA le contexte, mais aussi un nouveau développeur pourrait tout à fait lire ces fichiers-là et pouvoir comprendre ce qui se passe. Le nombre de fois en freelance où je suis arrivé sur des nouveaux projets et on me dit il faut que tu bosses sur cette partie-là qui est la partie métier hyper importante, c'est un fichier de 2000 lignes
et avec quelques commentaires qui se courent après, juste pour m'expliquer qu'on a mis cette variable à true. Merci, c'est très utile, mais j'avais besoin d'un peu plus de contexte. Donc voilà, ce qu'il faut faire aussi un peu là-dessus, c'est un minimum de travail de documentation, d'explication de pourquoi on a pris ces décisions. Puisque même si ça peut ne pas être utile pour les développeurs, ça pourra être utile à l'IA pour qu'elle puisse savoir comment interpréter votre code. Merci Alexandre. Et moi, je terminerai du coup sur un dernier cas d'usage très concret qu'on a eu chez Skeezy. Pour contextualiser, nous, ce qu'on fait chez Skeezy, donc, on développe un logiciel qui permet aux chercheurs de collecter des données de santé directement auprès des patients. Et il faut savoir que dans le domaine de la santé, il y a un gros enjeu, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire comment on fait transiter les données entre les industriels, les ministères, les établissements, que vous connaissez probablement, Mon Espace Santé, qui est le nouveau carnet de santé en ligne. Et donc pour ça, il y a une organisation qui est FHIR, qui a créé un standard pour les API et qui va dire en fait comment structurer les données. C'est-à-dire, tu veux envoyer un patient d'un hôpital à un autre, voici comment tu le dois structurer. Tu dois mettre le nom là, le prénom là, la date de naissance, tu dois la mettre sous tel format, le genre, tu dois le mettre sous tel format, et on doit absolument respecter ce format-là. Et donc nous, on avait à un moment besoin de remporter un marché qui était très important pour nous et qui voulait qu'on mette en place une API. Sauf qu'on n'en avait pas. Et il fallait qu'on la développe en 1 semaine et demie, ce qui nous semblait un peu énorme. Et il fallait qu'on développe à la fois l'API, mais aussi la documentation. Il fallait qu'on leur donne une documentation en ligne, même pas un Notepad ou un Word. Ils veulent vraiment un truc en ligne sur lequel ils pouvaient tester aussi les appels. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a développé l'API en 1 semaine et demie. Et par-dessus, on a utilisé l'IA pour générer la documentation. Donc, comment on a fait? Donc, nous, on a un back-end, on utilise, je pense que vous connaissez tous, c'est Nest.js, qui est un back-end assez reconnu dans le monde du TypeScript. On a développé toutes nos routes en Fire et on a généré notre documentation sur OpenAPI et on a publié ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce logo, c'est Docusaurus. Et en gros, c'est un outil open source qui va être capable de lire le contenu d'un fichier OpenAPI et d'afficher correctement toute la documentation de ton API. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer une version simplifiée de Fire parce que c'est vraiment très compliqué. Il faut savoir que leur documentation en ligne, c'est une documentation du monde de la santé, donc ce n'est pas toujours très beau à voir. Donc là, j'ai très simplifié. Donc, comment ça se passe en fait, Fire? C'est plein de ressources. On peut avoir une ressource hôpital, ressource patient, ressource soignant. Et en fait, dans chaque ressource, ils nous disent voilà les différentes propriétés que tu peux avoir dans cette ressource-là. Donc là, typiquement, j'ai beaucoup simplifié le truc, mais c'est une ressource patient qui va renvoyer l'ID du patient, le nom du patient, son genre et sa date de naissance. Et donc, Fire impose ce format-là. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Si je mets sur birthdate, je mets le D en minuscule, ça ne passe pas. Ce n'est pas autorisé. Et donc là, toujours, j'ai pris l'exemple avec Claude, forcément, parce que je ne peux pas utiliser pseudo-VH. Et du coup, je lui ai demandé de me générer, avec l'aide de l'outil Swagger sur Nest.js, la documentation de ma fonction en se basant sur les spécifications de Fire. Donc, c'est lui-même qui connaît bien les spécifications de Fire, qui est allé voir la documentation, qui n'est pas très potable, et qui m'a généré en fait toute la doc. Donc, il m'a généré ce que fait la fonction, ce qu'elle prend en paramètre, ce qu'elle répond, et ce qu'elle doit répondre si, par exemple, un patient n'existe pas. Donc, grâce à ça, ça nous a généré le fichier de OpenAPI. Donc ça, c'est toutes les données de la documentation qui est structurée. Et ensuite, avec l'outil Docusaurus, ça nous a généré en fait toute la partie UI de la documentation, donc accessible depuis un simple lien qu'on a pu communiquer directement
au client. Et je l'ai fait en une de mes journées. Je pense que si j'aurais dû le faire à la main sans IA, alors ajouter tous les décorateurs, rajouter les phrases, corriger mes phrases, savoir comment je vais les tourner, vérifier que ça fonctionne, vérifier sur la Fire que je renvoie bien la bonne chose, je pense que j'aurais perdu un temps monstre. Alors que là, vraiment, en une de mes journées, j'ai réussi à déployer cette documentation-là et la communiquer au client. Et donc, autant avant, j'étais assez d'accord sur le fait que le temps qu'on perdait à faire de la documentation il était plus important que le temps que prenait un nouveau collaborateur dans l'entreprise pour s'approprier la technologie. Mais autant aujourd'hui, je pense qu'avec ces outils-là, on est capable de générer la documentation de ce qu'on fait assez facilement et de pouvoir gagner ce temps-là, comme l'a expliqué Pierre. Je passe des questions sur cette partie-là. Ok. J'ai peut-être juste une question sur le format Fire. Est-ce qu'il est vraiment réservé au médical ou est-ce qu'il peut y avoir un intérêt peut-être de l'implémenter sur d'autres produits, juste pour un format plus standard, peut-être plus interopérable? C'est que médical, parce que toutes les ressources qu'il donne, ouais, c'est patient, hôpital, soignant, donc ça peut s'appliquer que dans ce monde-là. Mais après, c'est quand même un monde médical assez large, donc ça peut très bien s'adapter au pharma. Donc c'est assez éloigné sur la partie vraiment API. Donc non, ils ont un spectre quand même assez large, mais ça reste médical en global. Bon, eh bien, c'est la fin. Il y a un apéro qui nous attend à côté pour continuer les discussions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir Pierre ou moi, on sera tous dans la salle à côté. Merci beaucoup.